Bonsoir, ravi de vous retrouver après cette nuit américaine dont vous a parlé Jean-Michel Duez et que vous avez pu vivre en direct sur Europe 1. Vous avez maintenant la parole au 39 21. Vous pouvez me confier tout ce que vous vivez et ce que vous ressentez et le partager avec d'autres auditeurs. Le 39 21 est ouvert jusqu'à 1h. Vous y serez accueillis par Paul et Jeanne avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise l'émission et qui a beaucoup travaillé la nuit dernière mais qui est malgré tout frais. Voilà, et puis pour vous exprimer, bien sûr les mails sont à votre disposition sur le site europe1.fr ainsi que vos SMS au 7 39 21 en n'oubliant pas de les commencer par le mot nuit. Europe 1, Caroline Dublanche. Alors, je voulais faire un petit clin d'œil très amical à Lucie qui me dit que demain, c'est un jour très important pour Lucie parce qu'elle passe le CAPES de lettres modernes et elle me dit c'est pas évident pour moi, pas par manque de connaissances mais plutôt par manque de confiance en moi. Il faut à tout prix que je me débarrasse de l'image de cancre que m'a collée ma mère. Alors demain, il ne faut pas que j'y pense, il faut enfin que je réussisse. Merci d'avoir une petite pensée pour moi. On pense bien à vous et je vous dis pas le mot qui porte bonheur, Lucie, mais je le pense très sincèrement. Et puis Angie, qui est une fidèle auditrice de l'émission, est là avec Coquillette. Elle dit le ronronnement de Coquillette et pile synchro avec le jingle de l'émission. Allez, on accueille tout de suite. Ça va. Ça c'est pour Jérôme Commandeur, puisqu'il aime bien dans sa parodie parler de chat-chat. Ben oui, on a des chats à l'écoute de l'émission. Mon cher Jérôme, bonsoir. Bonsoir Cécile. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir, je suis ravie de vous parler. Je vous remercie beaucoup de prendre mon appel. Je vous en prie. Et puis bon courage. Avant de commencer, je voulais dire bon courage à Lucie. Oui, merci. On va lui souhaiter bonne chance. Voilà, bonne chance. Alors, vous voulez me parler d'une amie que vous avez rencontrée au cours d'un séjour à l'hôpital ? Oui, c'est ça. Oui, en fait, c'est une amie que j'ai rencontrée à l'hôpital et on est devenus... en fait, on s'est rencontrés dans l'épreuve et on est devenus très, très amis et on a partagé des moments vraiment très durs et des moments aussi très beaux. Mmh. Et on est restés pendant 12 ans amis. Oui. Et oui, j'ai dit à Paul que ça faisait 11 ans, mais en fait, je me suis trompée, ça fait 12. Et puis, il s'est passé que cet été, je me suis trouvée... Enfin, j'étais mal, donc je suis allée à l'hôpital. Et cette amie, donc, était là. Et elle est venue avec quelqu'un qu'elle m'a présenté comme étant un ami à elle, mais un ami simplement, enfin, voilà. Une relation comme ça. Et donc elle me présente ce monsieur. Mmh. Moi je précise que de mon côté je suis mariée. Bon, et avec ce monsieur, on est devenus amis aussi. Oui. Et en fait, elle n'a pas supporté qu'on devienne amis avec cette personne qu'elle nous avait présentée. Elle s'est sentie trahie par moi. Elle a dit à ce monsieur que de toute façon, enfin, elle l'a traité de tous les noms et elle lui a dit que de toute façon, j'allais certainement, dans mon cœur, j'allais certainement la remplacer par lui. Donc elle avait plus de place pour être amie avec moi. Et elle s'est sentie délaissée. Elle a eu peur d'être délaissée, plus exactement. Oui, voilà. Mais moi, je comprends. Elle a eu peur que vous la remplaciez. J'ai pas réussi à comprendre parce que durant toutes les années où justement on était amis, mais on était vraiment très très liés, un peu comme des sœurs, je dirais. Je l'ai jamais laissé tomber. Elle n'a pas eu une vie simple.
elle a des problèmes avec sa fille, etc. Je l'ai toujours soutenue et c'est vrai que cet été, moi, étant très très mal, j'avais fait une tentative de suicide, etc. Étant très très mal, je l'ai pas soutenue autant qu'elle l'aurait désiré. Et je me suis peut-être aussi raccrochée à l'amitié que m'offrait cette personne qu'elle m'a présentée, mais sans pour moi l'oublier elle, mais elle n'a pas supporté ça. Et depuis, j'ai essayé de reprendre contact plusieurs fois. Et elle m'a même rappelé une fois, donc je me disais, c'est bon, elle m'a rappelé, donc on va pouvoir reparler, etc. Et puis, non, c'est resté sans suite. Et elle m'a dit qu'elle ne me comprenait pas, que comment ça se faisait que je l'abandonnais, en fait. Oui, c'est ça. Oui, elle s'est sentie abandonnée. Ça ne veut pas dire que c'est le cas, que vous l'avez abandonnée, mais c'est ce qu'elle a ressenti parce qu'elle vous avait très fortement investi et qu'elle était certainement devenue très très dépendante de vous au point de vouloir l'exclusivité avec vous. Oui, donc de ne pas supporter que vous ayez d'autres amis, que vous puissiez vous attacher à d'autres personnes qu'elle. Oui, mais ce que j'ai pas compris, si vous voulez, ça je le savais, enfin je le ressentais. Mais c'est excessif, hein. Ça veut dire sa réaction est excessive. Oui, voilà. Mais ce que moi j'ai pas compris, c'est qu'elle ne supporte pas que je m'attache à un ami qu'elle m'avait présenté, elle. Parce que ça aurait été quelqu'un qu'elle m'avait pas présenté. Bon, j'aurais... Oui, mais pour autant, après, elle a perdu le contrôle, entre guillemets, de la situation. C'est-à-dire que elle vous le présentait, donc elle était... elle pouvait contrôler un peu ce qui se passait. Et puis après, cette amie, vous l'avez revue en dehors de sa présence, vous vous êtes appelés, vous voyez, donc à ce moment-là, ça lui échappait. Et c'est là où elle s'est sentie trahie, ce qui est excessif. Parce qu'après tout, vous pourriez nouer, vous pouvez avoir des liens affectifs avec d'autres personnes, mais c'est qu'elle va pas bien. Vous vous êtes rencontrés, de toute façon, à un moment où vous n'alliez pas bien toutes les deux. Vous êtes maintenues la tête hors de l'eau. Vous avez fait bloc toutes les deux pour affronter un peu les épreuves de la vie. Et du coup, elle est devenue, vous êtes devenues à un moment très dépendantes un peu l'une de l'autre. Oui, voilà. Et vous, à un moment où vous étiez particulièrement mal, puisque vous parlez quand même d'une tentative de suicide, vous avez été moins présente pour elle. Oui. Et parce que cet homme-là aussi peut-être vous faisait davantage de bien parce que c'était aussi de la nouveauté, c'était quelqu'un qui pouvait vous apporter un peu une autre ouverture sur l'extérieur, voilà, quelqu'un de plus positif. Bon, et elle s'est vexée de ça. Bon. Et puis je pense qu'elle a dû croire que lui qu'il allait plus la voir autant, sans doute, je sais pas. Oui, mais alors que dans les faits, c'est elle qui finalement se coupe, et de vous et de lui, si je comprends bien. Parce qu'elle aussi, elle met de la distance avec lui. Mais c'est vrai, ce que je disais à votre assistant, c'est que ce qui m'a fait vous appeler, c'est l'émission que vous avez faite sur la dépendance affective. Oui. Oui. Et en fait, quand j'écoutais cette émission, je nous ai vraiment reconnues. Oui, oui. Un peu toutes les deux. J'ai reconnu. Je me suis dit, c'est vrai, elle fonctionne comme ça, mais moi aussi, je me suis un peu reconnue parce que ça m'est arrivé de déraper. C'est-à-dire que, quelquefois, elle me disait, enfin. Je sais pas, elle se mettait en colère, elle se fâchait, mais vraiment pas. Je me suis rendu compte après que c'était pas spécialement grave. Et moi, sur le moment, je trouvais ça gravissime. Et en fait, j'y repensais et j'arrivais à prendre du recul après et à me dire, mais non, c'est moi qui extrapole. Et je pense qu'elle n'arrive pas à faire ça, enfin, c'est-à-dire à prendre du recul
Oui, non, elle n'a pas de recul. C'est-à-dire que ça avait été abordé par Sylvie Tenenbaum quand on avait parlé de la dépendance affective, qui se retrouve aussi dans les relations amicales, puisque ça touche toutes les relations, hein. C'est-à-dire que dans ces cas-là, il y a on se met en quatre pour l'autre, on est prêt à tout pour lui faire plaisir, y compris même si ça ne nous fait pas plaisir à nous, même si ça nous coûte, mais en contrepartie de ça, il faut aussi une exclusivité totale. C'est-à-dire qu'on supporte pas du tout qu'il y ait d'autres relations. Enfin, il y a un isolement. Il faut être l'unique objet d'amour, enfin d'amitié de l'autre. Bon, est-ce que vous pouvez néanmoins, parce que c'est finalement vous en souffrez un peu enfin. Je ne sais pas d'ailleurs, qu'est-ce que vous ressentez? Parce que là, vous m'expliquez ce qui s'est passé, mais qu'est-ce que vous ressentez, vous Si vous voulez, je souffre beaucoup du fait qu'on n'ait plus de relation. Mais mon entourage me dit beaucoup qu'il faut me protéger aussi, ne plus retomber même si j'ai une relation avec elle. C'est pour ça que je voulais vous appeler pour avoir votre avis. Parce que mon entourage me dit quand même aussi de faire attention, de ne pas retomber dans le même mécanisme. De ne pas vous laisser envahir, oui. Voilà, parce que... Ça risque d'être compliqué, hein, si elle a du mal à accepter que votre relation évolue. Votre entourage a raison, c'est-à-dire parce que vous avez d'autres relations que cette personne, donc ne pas être trop sous la coupe de cette personne qui finalement, en vous entourant comme ça de son affection, de sa protection, peut devenir assez autoritaire vis-à-vis de vous. Voilà, mais ce que je peux peut-être préciser aussi... Et vous amène à culpabiliser. Oui. Oui, ce que je peux peut-être préciser aussi, parce que ça a peut-être une importance, je ne sais pas. Il se trouve que je suis handicapée physique et qu'elle ne l'est pas, et que peut-être que quelquefois c'est arrivé qu'elle m'aide pour des choses physiques parce qu'elle était là, et puis après ça m'est revenu aux oreilles qu'elle dise que oui, elle avait fait ci et ça pour moi. Alors voilà, donc c'est compliqué parce que je sais pas si vous voulez finalement vous expliquer avec elle, ou si vous vous dites que peut-être cette relation, il est peut-être temps pour vous de prendre un peu d'autonomie. Oui, mais Bon. je souhaite pourtant m'expliquer avec elle. C'est vrai que je l'ai appelée. Je lui ai laissé... Oui, mais si elle veut pas vous entendre, vous pouvez pas faire grand-chose de plus. Oui, voilà. Je lui ai laissé quelques messages en lui disant que la personne en question qu'elle m'avait fait rencontrer n'avait pas pris sa place, que personne ne prendrait sa place. Bon, écoutez, c'était très gentil de lui dire, vous avez fait ce qu'il fallait faire. Voilà, et... Bon, la balle est dans son camp. Vous pouvez pas... Qu'est-ce que vous voulez faire de plus ? Vous avez fait en sorte de la rassurer. Vous lui avez dit qu'elle comptait toujours beaucoup pour vous, que effectivement elle était toujours importante, et que finalement vous laissez aussi entendre que vous avez le droit quand même d'avoir d'autres relations, et que c'est pas pour autant que vous la délaissez. Bon, maintenant vous avez fait un pas vers elle, vous lui avez dit ce qui comptait. À elle, si elle souhaite, de se manifester auprès de vous. Vous pouvez difficilement faire plus, là. Voilà, parce que... Vous voyez, faut pas vous rendre malade pour ça. Hein. Il faut que vous avanciez, vous, de votre côté. Oui, je comprends. Voilà. Juste, il y a une chose aussi. En fait, elle a une petite fille et elle était avec quelqu'un. Elle a eu une rupture très compliquée et ça se passe difficilement avec sa fille et cette autre personne avec qui elle était. Et en fait, elle nous a demandé plusieurs fois, moi et mon époux, de la défendre, d'aller casser la figure à son ex-ami. Enfin, et moi j'ai dit non. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je disais jamais
avant cet été, je lui avais jamais dit que c'était pas possible, que non, on pouvait pas faire ça. Et Non. là, c'est vrai que je lui ai dit ça changera rien et on peut pas faire une chose pareille. Et elle s'est sentie trahie aussi par ça. Oui, mais enfin, vous voyez ce qu'elle vous demande, c'est ça? Vous allez quand même pas aller casser la figure de cet homme pour lui faire plaisir et après que vous avoir des ennuis avec la police et avec la justice? Enfin, ça va quand même trop loin, là. Oui. Non, mais écoutez, elle a des problèmes avec cet homme par rapport à sa petite fille. Ça va certainement pas arranger les choses si elle fait ce qu'elle envisage là en pensée. Donc heureusement que vous ne vous laissez pas manipuler, parce que là c'est une forme de manipulation, de dire parce que t'es mon ami, donc tu dois aller casser la figure de mon ex. Enfin, vous voyez, être ami, ça veut pas dire non plus faire tout et n'importe quoi. Oui. Bon, donc à un moment, faut pas non plus qu'elle ait une mauvaise influence sur vous. Hein. Bon, il faut qu'elle s'apaise de son côté, qu'elle se fasse aider autrement si elle est en difficulté, mais c'est pas de cette façon-là qu'elle réglera les difficultés avec son ex. Hein. Voilà. Et de mon côté, vous pensez que... De votre côté, je pense que c'est pas plus mal que vous ayez un peu de distance, je pense. Voilà. Je lui redonne signe de vie? Non, vous l'avez fait là, c'est bon. D'accord. Vous l'avez fait, comme je vous disais, la balle est dans son camp. Hein. Voilà. D'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Caroline. Merci de votre confiance. Au revoir. Au revoir, Cécile. Au revoir. Europe 1. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. Jean-Louis Aubert, 20 ans. Europe 1. Alors un petit mot pour vous dire que dimanche, je serai en direct avec le docteur Alain Gérard qui est psychiatre et nous parlerons de la dépression. Donc si vous voulez lui poser d'ores et déjà toutes vos questions par mail sur le site europe1.fr, n'hésitez pas à nous envoyer vos mails avec votre prénom et numéro de téléphone et un peu la question que vous souhaitez lui poser. Comme ça nous permettra de vous rappeler dès dimanche. Et bien sûr, vous pourrez nous rappeler de 23h à 1h en direct au 39 21. Si vous vous sentez anormalement fatigué, irritable, vous n'arrivez plus bien à vous concentrer, les sorties vous ennuient, vous vous demandez si c'est juste une déprime passagère ou si le mal est plus profond, ou si malgré un traitement d'antidépresseurs, vous ne ressentez aucune amélioration, ou au contraire, vous avez un meilleur moral depuis que vous êtes sous antidépresseurs, mais vous avez pris beaucoup de poids et vous n'avez plus de libido, ou vous avez dans votre entourage proche une personne déprimée et vous vous demandez quel comportement adopter vis-à-vis d'elle. Vous pouvez donc nous envoyer vos mails sur le site europe1.fr ou dimanche soir nous appeler au 39 21. Bonsoir Nadine. Allô, bonsoir. Bonsoir. Voilà, je vous appelle, je vous ai écouté, disons, par hasard, parce que j'ai été alitée depuis plus d'un mois. Oui, qu'est-ce qui vous arrive? Suite à un petit accident, disons que j'adore danser. Donc tous les week-ends, je vais dans un club, disons, où j'habite. Qu'est-ce que vous dansez? Les musiques actuelles. D'accord, oui. Voilà, et donc je me suis fait une entorse au genou, je me suis fait une rupture de ligament, épanchement de synovie et une rupture du ménisque. Donc je me suis fait. Ouh là là, vous n'êtes pas loupé, hein? Non, pas loupé du tout. Et donc, un soir, je vous ai écouté, et c'est vrai qu'il y a 3 semaines que je connais votre émission. Ah bienvenue alors. Très bien. Et oui, parce que au lieu d'aller danser, maintenant vous êtes alité à écouter la radio. Voilà, en vous écoutant. Mmh. Et j'aime bien toutes les histoires que j'entends, quoi. Oui. Et puis je me suis décidée à vous appeler parce que j'ai eu une belle histoire d'amour avec un homme beaucoup plus jeune que moi. Oui. Vous l'avez rencontré dans ce club-là Non, pas du tout. Non, je l'ai rencontré. Disons que c'est une amie qui m'a présenté son papa.
parce que son papa a 64 ans. Et donc, je me suis dit, vu mon âge, c'est peut-être plus sérieux que je rencontre un homme un peu plus, je sais pas comment dire, disons, qui était plus près de mon âge plutôt que quelqu'un de plus jeune. Oui. Pourquoi vous avez quel âge, si c'est pas indiscret? Alors, j'ai 59 ans. Oui. Mais j'en parais 45 ou 47. C'est ce qu'on me dit tout le jour. Ah oui, bon, c'est bien, vous avez de la chance. Ben, je sais pas, peut-être, je sais pas si c'est de la chance, mais ben, j'attire beaucoup les hommes très jeunes, quoi. Oui. Et donc, ben, c'est gratifiant, je veux dire, ça fait plaisir. Bah oui, bien sûr. Et bon, donc, j'étais invitée donc chez son papa vraiment pour son anniversaire et pour la fête des pères. Et puis je l'ai vu la première fois et puis la deuxième fois, ben ça a flashé. Mais la première fois, je me suis dit bon, il est beaucoup trop jeune. Pourquoi il a quel âge lui? Ben il a 20 ans. Ah oui, en effet, oui, en effet. Et donc. La deuxième fois, je l'ai revu et puis on s'est rapprochés et puis on s'est embrassés. Enfin, il m'a embrassée et puis j'ai gardé un bon souvenir de lui. On était un petit moment sans se rappeler, enfin sans se téléphoner. Et puis le premier soir, je l'ai invité à dîner chez moi et puis il est arrivé ce qui devait arriver. Et depuis, on ne se quitte plus. Il est à la maison tous les soirs malgré qu'il ait son petit appartement. Oui. Et puis bon, je pensais qu'au début ce serait qu'une histoire un plan, comme on dit, un plan sexuel, quoi, c'est tout. Oui. Pour être poli. Oui. Et puis donc non, c'est pas du tout ça. On a des sentiments tous les deux et puis je peux plus me passer de lui c'est pareil. Et puis je le laisse par contre sortir avec ses copains les week-ends. Oui. Moi, je sortais aussi les week-ends, mais tout en étant sérieuse, et lui, de son côté, je pense. Oui. Et donc, je me pose des questions parce que tout au début, au bout d'un mois, je lui ai dit écoute, il faut que tu penses à toi, il faut que tu fondes une famille, il faut que tu rencontres quelqu'un d'autre. Il comprenait pas très bien ce que je lui disais, et puis la semaine dernière, c'est lui qui m'en a parlé. Et par contre, là, moi, j'ai pas accepté, quoi. Ça m'a fait beaucoup de mal et j'ai pleuré. Il m'a dit, oublie ce que je t'ai dit, je suis trop bien avec toi. Et bon, c'est une histoire qui me fait peur, mais en même temps, j'ai pas envie d'arrêter, quoi. Puis lui non plus. Oui. Donc, je sais très bien que ça essayez de la vivre. Années, voilà, mais vivez-la dans le présent. Pourquoi déjà lui mettre, c'est de parler de construire une famille, un couple, une famille. Il a 20 ans, il est très jeune, hein. Il est vraiment très très jeune. Voyez, vous le voyez. Évidemment, vous de par votre âge, votre expérience, vous êtes lucide. Hein, et heureusement que vous êtes lucide, bon, et vous savez bien que c'est une histoire où à un moment on peut penser que cet homme aura, comme vous le dites, envie d'une stabilité, peut-être un désir de paternité. Peut-être, après tout, tous les hommes n'en ont pas, comme toutes les femmes n'ont pas un désir de maternité. Mais pour le moment, c'est prématuré. C'est-à-dire que lui ne l'exprime pas. C'est comme 20 ans, c'est encore très jeune, hein. Donc, qu'est-ce que vous voulez, cette histoire? Ça fait quoi, 2 mois que... Le 30 août, exactement. Bon, donc ça fait quelques mois que vous êtes ensemble. Ça fait quoi, 2 mois et demi? Pourquoi déjà vous angoissez en vous projetant dans l'avenir? Parce que justement, vous vous sentez attaché à lui. Oui, et ça me fait peur. Oui, mais en même temps, j'ai eu beaucoup d'histoires d'amour. J'ai toujours été déçue. J'ai pas tellement confiance aux hommes. J'ai eu un papa très très rigide. Qui maltraitait ma maman, et donc j'ai cette image-là d'un père, et puis une grosse déception sentimentale, ma première expérience sentimentale, donc qui m'a beaucoup marquée. Pourquoi j'ai du mal à faire confiance aux hommes. Pourquoi elle vous a marqué, votre première expérience sentimentale? Parce que nous sommes connus, c'était le premier homme de ma vie, nous sommes connus, nous sommes restés 3 ans ensemble, et il a rencontré une autre femme et il s'est marié avec. Il a eu 5 enfants. Elle est décédée depuis. Mais j'ai
été malade et j'ai été hospitalisée plusieurs mois suite à cette déception sentimentale. Et depuis, c'est très difficile de faire confiance aux hommes. Voilà. Mais parce que il vous a quitté sans que vous compreniez pourquoi, pour se marier avec une autre et avoir des enfants avec une autre. Voilà, oui. Et moi, dans ma tête d'adolescente, parce que j'avais 15 ans, enfin quand on s'est séparés, j'avais 18 ans. Pour moi, c'était me marier avec lui, avoir des enfants. Je pensais les casseroles, les couches culottes, tout ça, quoi. Pour moi, tout était programmé et ça a été un gros choc, quoi. Et depuis. Mais est-ce que entre-temps, vous avez eu des enfants ? Oui, j'ai 3 enfants et je suis grand-mère. Bon, donc vous avez pu concrétiser ce désir de maternité. Oui, disons que oui, bien sûr. Mais ma dernière fille a 1 an d'écart avec mon petit ami actuel, quoi. Donc au début, c'est vrai qu'elle m'a dit, tu te rends compte, maman, il est plus jeune que moi, et puis finalement, ça passe très très bien. Donc on doit faire une soirée samedi soir avec mes deux filles, mes 2 gendres. Donc lui était un petit peu réticent il y a 3 soirs parce que je lui ai dit, écoute, ce serait bien qu'on fasse un petit repas. Qu'est-ce que tu en penses ? Il me dit, je vais peut-être pas me sentir à l'aise par rapport à tes gendres et tout. Oui, et ça puis, peut se comprendre, oui. Oui, mais moi j'ai eu du mal à comprendre, je sais pas pourquoi. Et puis j'ai réfléchi. Pourquoi ? Après, je me suis dit, parce que moi je le vois pas comme un homme de 20 ans, je le vois comme un homme, je le vois pas comme mon fils. Oui, mais il a 20 ans. Je le considère pas. Oui. On peut comprendre que lui, face à des hommes, face à vos gendres en plus, vous voyez, à ce moment-là, là vous êtes sa maîtresse, vous êtes son amoureuse quand vous êtes tous les deux dans l'intimité. Mais là, vous recevez et vous voir en famille, vous devenez la mère, la grand-mère, la belle-mère. Oui. Vous voyez, c'est lourd pour un jeune homme. Et c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre pourquoi vous voulez tant officialiser cette relation. Disons que j'ai un peu qui a 30 ans et l'autre il a 25 ans. Mais officialiser avec lui, avec mon ami, vous voulez dire ? Oui, oui, en faisant des réunions de famille, en faisant... Non, c'est la première fois, je voulais faire un petit repas et puis je lui ai proposé s'il voulait venir, quoi. Enfin s'il voulait rester pour le repas. Et il n'était pas trop d'accord. Et puis il m'a dit après, oui, oublie ce que je t'ai dit, je vais venir, t'inquiète pas, je serai là. Si vous voulez, par moment, vous voulez comme occulter cette différence d'âge ? Oui, je pense. Et c'est ce qui risque, je le crains, de mettre un peu en péril votre relation. Vous lui demandez un peu trop à ce garçon. Trop par rapport à quoi ? Vous lui demandez de se comporter comme si cette relation, elle était, vous dites comme un homme avec qui vous pourriez avoir une relation comme ça, où il assumerait complètement. Peut-être que c'est pas aussi simple que ça. Et vous non plus d'ailleurs. C'est pour ça que vous voulez un peu forcer les choses. D'abord, vous voyez, le côté famille, moi je comprends un peu c'est son appréhension. Parce qu'en famille, vous n'êtes plus simplement son amoureuse, vous avez un rôle de mère, de grand-mère, de belle-mère. Bon, ça peut être un peu angoissant pour lui. Alors que finalement, votre histoire, elle se nourrit aussi d'une certaine forme de ce désir de clandestinité aussi. Du fait qu'elle n'est pas courante, votre histoire, mais c'est ce qui lui donne aussi cette dimension si particulière. Or vous voulez presque j'allais dire la normaliser, j'aime pas ce mot, mais voyez, faire comme si... Mais en plus, il peut très bien même embrasser dans la rue, quoi. Je lui dis, mais non... très bien, c'est qu'il est à l'aise. Non, je veux pas. Oui, il est très à l'aise. Mais vous êtes très ambivalente. Lui, oui. Parce que après tout, vous voyez, s'il est... il est avec vous. Parce que là, vous êtes son amoureuse. Mais vous voulez lui mettre, je trouve que il est avec vous, voyez, il a envie de vous embrasser dans la rue, il vous embrasse, donc il n'est pas gêné. Mais en revanche, le côté familial, je trouve que déjà c'est lourd, quoi. Comme ça pourrait être lourd déjà de vouloir, je te présente à ma famille, mais là en plus dans la famille,
Il les a Oui, déjà vus. mais un peu, ça fait un peu officiel, quoi, quand même. Hein. On réunit la famille, les gendres, tout le monde. Non, parce que mes filles, je pense, sont conscientes qu'un jour, moi aussi, que ça finira un jour, quoi. Oui, mais alors justement, c'est tout le paradoxe. Oui, oui. C'est tout le paradoxe. Vivez votre histoire pleinement et... Enfin, je vois pas pourquoi vous mêlez tant la famille à ça. C'est vous dites, ça va finir un jour et en même temps, c'est comme si vous vouliez faire l'effet inverse en l'ancrant dans votre famille. Je voudrais toujours avoir des bons souvenirs et puis... Mais vous n'en êtes pas là, votre histoire, vous en êtes au début. Ouais, vous vous rendez compte, vous l'avez rencontré, ça fait 2 mois et déjà vous parlez de souvenirs. C'est ce qu'il m'a dit. Vous vous rendez malheureuse. Mais soit de 2 choses l'une, soit vous n'êtes pas, vous vous sentez trop fragile pour vivre cette histoire. C'est que le début, vous parlez déjà de souvenirs comme si c'était fini. Parce que je me préserve, puis en même temps, je vous ai pas dit, mais j'ai des projets dès ma retraite en 2014, j'ai des projets de partir à l'étranger, vivre à l'étranger. Mais vous partirez à l'étranger ? Oui. Parce que c'est ça qui me raccroche un petit peu, parce que je me dis, si c'est fini, j'aurai toujours la pensée et puis le désir de partir vivre à l'étranger, comme j'ai envie depuis quelques années. Et puis, donc, je l'ai rencontré. Pour moi, comment vous expliquer, ça me fait un frein, quoi. Je me dis, Mais vous en attendez trop. De lui ? Oui, vous en attendez trop. Je sais pas. Si. Moi, je vous le dis, hein. Voyez, vous aviez des projets pour votre retraite, de partir à l'étranger, et là déjà ça commence à vous freiner. Enfin, ce garçon, vous le connaissez depuis 2 mois, combien même, hein, déjà il n'aurait pas 20 ans, je vous dirais attention. Mais en plus, c'est un jeune homme de 20 ans quand même. Oui. Alors, bon, c'est comme vous dites, il y a un côté très gratifiant. C'est très valorisant. Vous avez 59 ans, il a 20 ans. C'est une histoire où il y a pas seulement fait de désir, et c'est déjà formidable. Il y a un jeune homme de 20 ans qui vous désire. Il y a des sentiments entre vous. Oui. C'est merveilleux de vivre une histoire comme ça. Ah oui, mais maintenant, à la fois, il y a une partie de vous qui est lucide, qui dit c'est une histoire où vous pouvez pas vous projeter trop loin dans le temps, donc il faut vivre le présent pleinement. Là, c'est une belle surprise que vous réserve la vie. Et en même temps, il y a une partie de vous qui n'est pas tout à fait lucide et qui veut se projeter dans l'avenir, quitte à souffrir. Et là, ça rejoint comme un peu l'adolescente que vous étiez, qui est restée avec ses rêves, cet homme qui l'a quitté pour une autre, qui a fait des enfants avec une autre. Et finalement, comme si vous vous apprêtiez à souffrir à nouveau. Parce que vous vous dites finalement, c'est ce qui risque d'arriver avec ce garçon. Qu'à un moment, on peut penser. C'est évident. Oui. Je sais que c'est évident que. Bon. Et lui me dit non. Pour l'instant, je suis avec il vous dit non parce qu'il est bien, parce qu'il est amoureux de vous, parce qu'il est bien avec vous, parce qu'il est dans le présent avec vous. Voilà. Bien sûr. Mais à un moment, alors effectivement, parce que pour le moment, il n'a pas, il n'est pas dans un désir d'être père et autres. Donc il est dans ce présent avec vous. Et vous, à vouloir tellement anticiper l'avenir, vous gâchez ce présent. Et en même temps, il faut quand même être consciente que oui, c'est pas une histoire. C'est clair que il y a cette perspective que vous allez pas. C'est une histoire qui ne pourra pas durer pendant des années. Voilà, ça je sais bien. Je suis consciente de ça, mais en même temps. Je lui dis, il faut profiter de cette, pas profiter, je sais pas comment, c'est pas tout à fait le mot, c'est vivons presque au jour le jour, quoi. Oui, mais c'est ce que vous ne faites pas vraiment, je trouve. Non. Parce que c'est ça, vous. J'ai tellement peur de le perdre que je me dis, il faut que je me prépare à partir, quoi, en même temps. Mais peut-être que c'est vous qui partirez. Oui. En le laissant ici, mais je sais qu'il serait très malheureux. Peut-être parce que vous serez moins amoureuse de lui finalement. Vous n'en savez rien, là vous êtes en pleine passion. Oui, bien sûr. Vous êtes en pleine passion. Vous êtes au moment là, c'est incandescent là, c'est vraiment le côté, voyez, c'est dans le, vous venez de le rencontrer, vous êtes à l'apogée du désir, vous êtes et vous ne savez pas ce qu'il en sera dans quelques mois.
Non. Ou dans Pas un du an. tout. Peut-être que c'est vous qui, à ce moment-là, vous lui trouverez moins d'intérêt à ce jeune homme et vous aurez un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Vous n'en savez rien. Non, je sais pas. Non, non. L'avenir me le dira. Oui, oui. Donc pour le moment, vous partez aussi du principe que c'est lui qui va partir et que donc vous allez souffrir. Mais lui, vous ne savez. Peut-être que vous, à un moment, passez ce côté très gratifiant de cette relation. À un moment, vous allez trouver que vous avez des centres d'intérêt trop différents, que le fait, comme vous dites, que lui, les week-ends, il sort avec ses copains. À un moment, vous allez vous lasser un peu de ça. Vous allez trouver que la différence d'âge va se faire sentir quand même sur, même si vous dites, vous ne le voyez pas comme quelqu'un de 20 ans, mais comme un homme, parce que là, vous êtes, vous le désirez, il vous parle, il vous dit qu'il est amoureux de vous, mais à un moment, il y a quand même un décalage qui va se mettre en place, parce qu'il y a quand même un décalage de génération qui peut, par moment, être un peu perturbant, quand même, dans les centres d'intérêt. Bon. Oui, je suis très consciente. Donc, il peut créer un décalage entre vous deux, voyez, et faire que vous le trouvez aussi moins attirant. Oui, mais en même temps aussi, moi, je sortais les week-ends, j'allais beaucoup danser, donc lui, continuez. Vendredi et samedi, en ayant confiance en lui, et puis moi aussi. Je serais très malheureuse de savoir. Oui, mais vous pouvez pas exiger. Oui, mais ça peut arriver. Oui, ça je sais. Voilà. Alors si c'est. Je sais, mais. Mais j'espère que non. J'espère que non. Ben oui, mais alors, si vous vivez... Oui, bon. On va accueillir Joss, qui est avec nous au 3921. Bonsoir, Joss. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. Bonsoir. On vous écoute. Alors oui, écoutez, je vous écoute tous les soirs et ce soir j'ai l'impression que c'était moi qui téléphonais parce que c'est exactement l'histoire que je vis actuellement. Oui, d'accord. Je faisais aussi beaucoup de danse, j'en fais toujours d'ailleurs. Oui. Et j'ai eu la même histoire, j'ai 65 ans. Je vis avec quelqu'un de 28 ans. Donc, et ça fait 3 ans que ça dure. J'ai eu la même réaction que votre auditrice. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai dit non, parce que il y a une très grande différence d'âge. Je suis au moins aussi grand-mère. Et puis après, j'ai pris ça avec philosophie. J'ai dit, c'est vrai qu'un jour, ça s'arrêtera. Oui. Mais pour l'instant, je vis ça comme un conte de fées. Ouais. Puisque j'ai été mariée quand même pendant une 40aine d'années avec le même homme. Je l'ai perdu malheureusement. Et j'ai pris ça comme un cadeau de la vie. Et puis on vit cette histoire d'amour et je sais bien qu'un jour ça s'arrêtera, mais pour l'instant je vis le jour le jour. Voilà, je pense que c'est un conseil que je lui donne. Ah oui, vivez votre amour le jour le jour, laissez faire les choses. C'est le meilleur conseil qu'on peut donner dans ce genre de situation. Oui, c'est vrai que les enfants sont venus un peu à la fois. Ils l'ont très mal pris au départ, forcément. C'est pas simple, oui. C'est normal qu'ils le prennent mal. Je pense que, mais il s'est fait aimer aussi. C'est un peu troublant. Voilà, c'est un peu troublant. C'est un peu troublant, oui. C'est vrai qu'il y a le regard des autres. Il y a des choses qu'il faut qu'elle prenne ça un peu à la légère, c'est tout. Il faut vivre son. Si elle l'aime vraiment pour l'instant, lui il l'aime. Je pense qu'il lui trouve des qualités, elle lui en trouve aussi. Oui. Je pense qu'ils doivent vivre ça comme un conte de fées. Et puis voilà quoi, la vie va faire les choses. Mais qu'elle le vive pleinement. Surtout, voilà, c'est ça. Parce que c'est très agréable. Mais oui, c'est ça. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Et vous ne faites de mal à personne, il faut le dire. Exactement. Oui, on vous entend toujours, Nadine. Oui. Merci, Jo. Merci, Jo. Ah oui. Il faut qu'elle la vive vraiment, qu'elle continue à danser, qu'elle vive sa vie. Oui, que vous vous arrêtiez pas de vivre et de danser surtout. Non, je garde mes amis. Je continue à danser et puis oui, il n'y a pas de souci. Ah non, il faut pas ne plus voir vos amis et tout. Il faut que vous continuiez à mener votre vie parce que sinon, si vous faites tout tourner autour de ce jeune homme, c'est là où vous risquez d'être trop malheureuse parce que ça devient, il n'y a plus que lui. Vous continuez votre vie comme avant et comme vous dites, Joss, c'est un cadeau de la vie. Voilà, il faut le prendre comme tel. Il est en retraite et c'est vrai que je vis ma vie. Il vit la sienne, il a son métier. Et puis voilà quoi. C'est vrai que j'avais fait des plans sur la comète pour la retraite, mais
Je fais toujours des choses. Je fais du volontariat, bénévolat. C'est quand même merveilleux au moment où vous songez à votre retraite d'avoir une histoire d'amour avec un très jeune homme. Attendez, ça vaut tous les liftings du monde, ça. Hein, et je fais rêver toutes mes copines. Oui. Alors, vous devez faire, des envieux. Ça, je vous comprends. Exactement. C'est vrai que moi, Caroline, on me dit souvent, tu fais pas ton âge. Et puis là, depuis 2 mois, on me dit, mais t'as fait un lifting. Ah ben oui. Je sais pas que. Le bonheur, d'être désiré, ça rend très séduisant. On m'a dit, mais même mes filles m'ont dit, oh là là, t'es bien, maman. Et puis j'ai perdu 4 kilos là. Eh ben alors, vous voyez. Voilà, j'en ai perdu 15. Voilà, c'est le meilleur des régimes. Exactement, c'est vrai qu'on se sent plus belle, on veut s'occuper un peu plus de soi. Et c'est vrai que ça se voit dans le regard des autres. Bien sûr. Donc c'est pour ça qu'il faut faire des envieux et des envieuses. Donc il faut profiter de ce bonheur et pas trop se poser de questions, de faire de plans sur la comète. Pas trop se poser de questions. Voilà. Et c'est ce que je me disais au début. Je me disais, il faut pas se poser de questions. Et puis mais vous en posez un peu trop. Donc vivez pleinement et vous verrez bien. Merci beaucoup, Joss. Merci. Au revoir, Nadine. Au revoir. Merci. Au revoir. Un petit clin d'œil à Marianne qui nous écoute en prenant un bon bain chaud moussant avec de la musique et des bougies. Allez, un message de Dominique au 7 39 21 qui dit faites attention Nadine, c'est vraiment trop prématuré. Ce jeune homme n'a que 20 ans et il va se sentir trop engagé si vous le présentez comme ça à votre famille. Bonsoir Christine. Bonsoir. Merci Caroline de prendre mon appel. Merci à votre assistant pour sa gentillesse. Oui, Paul, vous avez eu Paul, oui. Oui, très très agréable et j'écoute votre émission tous les soirs. Merci beaucoup. Je suis déjà intervenue pour les autres, mais jamais pour moi. Oui. J'ai 64 ans, veuve depuis 18 ans, j'ai 4 enfants. Oui. Et j'ai toujours été dépressive. Parce que une enfance assez difficile dans la mesure où j'avais une maman qui n'était pas aimante, un père qui par contre m'aimait beaucoup, et ensuite ma mère m'a mariée et j'ai vécu une vie pas facile avec mon mari. C'est elle qui a choisi votre mari, votre mère, vous dites elle m'a mariée. Oui. Et bon, j'ai toujours été mal dans ma peau, j'ai toujours douté de moi, et là maintenant j'arrive à une situation où je n'ai même plus envie de voir mes enfants. C'est une situation qui m'angoisse, qui m'oppresse et qui fait que j'ai envie de rompre avec mes enfants pendant quelques mois pour voir si mes enfants me renvoient en fait l'image de mon mari. Ou si c'est moi qui suis... voilà. Je ne sais plus trop où j'en suis. Et je ne sais pas comment rompre, si c'est en leur expliquant les choses par un courrier. Mais voilà, je suis très fatiguée, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. J'en ai toujours, mais... Et bon, dimanche, vous allez faire une émission qui va m'intéresser sur la dépression. Oui, tout à fait, parce que... En fait, je ne saisis pas trop ce que c'est la dépression. Si vous voulez, puisque vous avez l'impression d'avoir toujours été... Oui. Toujours. Dans cet état, vous êtes très très fatigué. Est-ce que vous avez sans plaisir pour faire Tout à fait. Vous ne ressentez pas de plaisir, non? Non, depuis l'âge de mes 40 ans, j'attends qu'une chose, c'est de mourir. J'ai 10 petits-enfants qui vivent tous loin de moi, donc si vous voulez... mais c'est très bien comme ça aussi parce que je me sentirais oppressée par eux. Je suis ravie de les voir, hein, c'est pas... Mais voilà, c'est une présence en même temps qui m'angoisse énormément. Donc mon seul plaisir, c'est de créer, de broder, de perler, de faire des choses comme ça. D'accord, vous avez du plaisir quand même à faire ça. Oui, mais des choses qui... pour rien, si vous voulez, hein, parce que
Je suis toujours dans des délires de tenues habillées, de travailler de la soie, des perles, des choses comme ça. Mais c'est important que vous ayez quand même, que vous ressentiez, que vous ayez du plaisir. Ça ne vous a jamais abandonné, ça? Jamais. J'ai toujours eu cet esprit créatif. Oui. Donc ça, je le fais encore. Actuellement, je suis encore en train de me faire un manteau perlé que je ne mettrai pas, je le sais. Hein, mais oui, ça mais vous avez du plaisir à le faire. Oui. Voilà. Oui. Et j'y passe des jours et des jours. Hein, là. Oui, oui. Là, j'ai fait un costume breton, je suis en train de me faire une coiffe. C'est-à-dire que je fais la dentelle moi-même. Donc c'est vraiment une passion. D'accord. Mais c'est la seule passion que j'ai dans la vie. Bon, c'est déjà important d'avoir une passion et de... Je m'y tiens. Et que vous vous y teniez, oui, c'est ça, ça ne vous a jamais lâché. Non, comme je me tiens énormément à ce que mon appartement soit impeccable, à ce que moi je sois impeccable. Vous arrivez, ça, à tenir. Même, c'est ça, même malgré cette fatigue, vous arrivez... Il n'y a jamais de relâchement au niveau de l'appartement? Je me lève très tôt tous les matins. Vous vous levez tôt? Je me couche par contre très tôt. Oui. Mais vous vous couchez tard, là? Vous êtes là, il est tard, alors? Je veille tard, mais je suis couchée très tôt. Ah, parce que, alors, vous vous couchez tôt et vous vous réveillez? Oui. Vous êtes réveillé souvent dans la nuit? Je dors avec beaucoup de somnifères. D'accord. Et je me réveille vers 6 heures du matin. Vers 6 heures? Oui. Comment vous sentez-vous quand vous vous réveillez? Fatiguée. Fatiguée, oui. Vous n'avez pas un sommeil qui est réparateur? Non, parce que souvent je dors que 4 heures. Et c'est 4 heures avec des somnifères. Et bien souvent peuplé de cauchemars et des visions sur ma vie passée. Donc c'est pas facile à vivre. Bon, j'ai été hospitalisée plusieurs fois pour la dépression. Bon, l'année dernière, entre autres, pour réguler mon sommeil parce que je n'y arrivais plus du tout. Oui. Je vois un psychiatre, j'ai fait la méthode EMDR qui m'apporte pas grand-chose. Mon psychiatre me dit que, en fait, j'ai trop de lucidité par rapport à mes problèmes. J'ai essayé l'hypnose, j'ai pas adhéré du tout. J'ai fait beaucoup de démarches. Mon médecin traitant me conseille d'écrire mon histoire parce que j'ai pas eu une histoire très banale. Mais voilà, je ne sais pas comment m'y prendre. Parce que c'est vrai que souvent la nuit j'écris, je noircis des feuilles que je jette après, hein, mais bon, ça me fait un exutoire en fait. Ça vous fait du bien d'écrire? Oui. Et lorsque je suis en présence de mes enfants, je me ferme complètement. Je me sens en dehors du circuit, je me sens marginale. Bon, là j'ai ma deuxième fille qui vient de me donner un surnom qui m'a foutu un coup de cafard énorme. Bon, elle m'appelait maman, elle m'a appelée petite mère, et là maintenant c'est mes mères. Et samedi, on a eu un accrochage parce qu'elle m'a téléphoné pour me dire est-ce que je peux venir. Ben, je dis oui. Elle me dit mais tu sors pas? Je dis non, moi à cette heure-là je sors pas. Et elle me dit mais qu'est-ce que tu peux vieillir mal? Il était 15h30. Et là je me suis un peu rebiffée. Je dis écoute, à 7h30 j'étais en ville. Moi à 4h de l'après-midi, c'est plus l'heure à laquelle j'ai envie de sortir. Moi. Bon, c'est comme ça. Je vis seule, je fonctionne comme ça, j'embête personne. Oui. Mais voilà. Et j'ai très mal pris cette chose. Et en plus qu'elle m'appelle mes mères, alors je trouve ça un peu... Mais parce que c'était dit sur un ton ironique ou c'était dit de quelle façon? Ou elle disait que vous viviez comme une mémère ou c'était pour... Non, elle m'appelle mémère. Oui, parce que ça se dit en région parisienne, ça se dit... Mais chez nous pas. Hein, ça se dit pas chez vous. Ouais. Non, mes petits-enfants m'appellent grand-mère. D'accord. Oui. Oui, donc vous trouvez ça péjoratif?
Oui. Vous lui avez pas dit que vous n'aimiez pas qu'elle vous appelle? Je ne peux rien dire. Vous n'arrivez pas à dire? Non, et c'est comme ça vis-à-vis de beaucoup de choses. Je me tais jusqu'au jour où... Voilà. Oui, ça vous met en colère, ça vous attriste? Voilà. Les deux, un peu? Ah, tout à fait. Oui. Et oui, c'est tout ce que vous n'arrivez pas à dire qui finalement, que vous gardez en vous et ça finit par vous étouffer? Complètement. Est-ce que vous parlez avec votre psychiatre? Oui. Mais vous faites une thérapie avec lui, ou avec lui vous le voyez pour votre traitement? C'est lui qui vous prescrit des somnifères? Les deux, je fais une thérapie avec lui. Oui. C'est pas avec lui que vous les avez fait le MDR et l'hypnose? Si. Le MDR, si. L'hypnose, non, ça a été fait dans le cadre d'un centre antidouleur. D'accord. Et sinon, donc vous parlez, c'est une thérapie de type analytique que vous faites aujourd'hui? Vous le voyez à quel rythme? À peu près tous les 15 jours. Là, j'ai pas été depuis longtemps parce que il est loin de chez moi, il est à 60 km. Ouh là là, oui, c'est loin ça. Ouais, et c'est à chaque fois très éprouvant pour moi. Donc. C'est éprouvant de parler de vous? Oui, tout à fait. Parler est éprouvant? Oui. Quand on est déprimé, parler est éprouvant. Oui, tout à fait. Oui. Et vous avez un traitement actuellement d'antidépresseur? Oui. Et un régulateur d'humeur. Vous avez les deux? Les deux, oui. Pourquoi il vous a donné un régulateur d'humeur? Vous avez eu des épisodes... Vous avez eu des alternances d'épisodes euphoriques et dépressifs? Non, jamais. Non. Parce qu'il trouve que parfois ça tourne un peu, un peu à la mélancolie. Voilà, c'est plus ça. J'ai jamais de période hystérique. Vous n'en ai jamais eu. Vous vous êtes toujours senti comme ça, dans cette humeur très assez sombre, assez triste? Alors, bon, bien sûr, mes enfants ont été une grande joie. Ça, c'est indéniable, je n'en parlerai même pas. Le seul épanouissement que j'ai eu, c'est mon travail. D'accord. Où j'ai réalisé des choses hors du commun. Là, je me fais un compliment. Oui, qu'est-ce que vous faisiez? Alors, je travaillais dans le textilomètre. Et bon, j'ai géré une entreprise assez grosse. J'ai créé des défilés de mode, j'ai fait beaucoup de choses. Voilà. Mais je n'ai plus tout ça parce que, bon, on a fait un dépôt de bilan suite au décès de mon mari et on a perdu tous nos biens. Donc, voilà. Ah, parce que c'était au sein de votre entreprise? Enfin, vous aviez une entreprise ensemble? Oui. C'est-à-dire qu'en plus, je travaillais et avec mon mari et avec mes parents. D'accord. Ah oui, vous avez toujours continué à travailler avec vos parents. Ça ne devait pas être facile pour vous? Non, en plus, mes parents ont habité dans la même maison que nous. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Un désir de mon mari et de ma mère. Ils s'entendaient très très bien tous les deux. Ah oui, c'est votre mère et votre mari qui ont décidé de vivre ensemble? Oui. Oui. Et vous vous sentiez un peu exclu de cette relation? Oh, totalement. Oui, vous n'avez pas été heureuse dans votre couple? Du tout. Et quand vous disiez que vous vous demandiez dans ce projet de rupture avec vos enfants, si justement parce qu'ils vous évoquaient, si c'était parce qu'ils vous évoquaient votre mari? Oui. Ça, vous trouvez qu'il lui ressemble? Oui, déjà physiquement et par un état d'esprit aussi. Oui. On va continuer à se parler, Christine, donc surtout ne raccrochez pas. Merci. On va continuer à se parler après le journal. À tout de suite.
Merci d'écouter Europe 1. Il est minuit et c'est Laurence Gontier qui vous présente le journal. Bonsoir Laurence. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous. Un mot d'abord sur les conditions de trafic du RER très fortement perturbé ce soir au nord de Paris en cause d'un incident de caténaire sur la ligne B. Des centaines de voyageurs sont descendus sur les voies. Le trafic a dû être interrompu sur les lignes B et D. Les sports, c'était une soirée football, une mauvaise soirée pour Lille. Les nordistes ont été humiliés ce soir et mis à la porte de la Ligue des Champions lors de cette 4e journée par le Bayern Munich. 6-1. Le Bayern, c'est un autre monde, estime ce soir le gardien de but lillois, Mickaël Landreau. Ça va mieux à la fin du match qu'à la mi-temps. Parce qu'à la mi-temps, 5-0, c'était terrible et... Après, je pense qu'il y a c'est un autre monde et quand ils sont au complet et quand ils jouent à cette vitesse-là, je pense qu'on ne peut pas rivaliser. Même s'il y a des choses qu'on aurait dû et qu'on aurait pu mieux faire. Quand on voit le nombre d'occasions qui sont créées, quand on voit Robben, Ribéry, quand ils sont là, ils sont en pleine forme, c'est un autre monde. Mika, si on vous dit humiliation, comment vous réagissez ? Franchement, vous pouvez dire ce que vous voulez. Aujourd'hui, il y a 10 fois plus fort que nous en face. Sur les 3 dernières années, ils font 2 finales de Ligue des Champions. Donc ça fait partie des 5 plus gros. Et quand ils sont complets, quand ça joue comme ça dans leur stade, c'est impressionnant. Mickaël Landreau avec Lionel Gougelot. Bastia s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue en éliminant la JOCR 1-0. Notez enfin ce match en retard de la 10e journée de Ligue 1. Victoire de Sochaux 2-1 sur Évian. Évian qui plonge dans la zone de relégation. On vient de l'apprendre, le cycliste Bradley Wiggins, maillot jaune du Tour de France et champion olympique, a été hospitalisé après avoir été heurté par une voiture. Pas davantage de détails pour l'instant. On y reviendra dans les prochaines éditions. En tennis, le spectre de l'élimination pour Jo-Wilfried Tsonga au Masters de Londres. Le Français a été battu ce soir en 3-7 par le Tchèque Tomas Berdych. Il y a 24 heures, le suspense était entier. Tous les regards étaient tournés vers les États-Unis. Barack Obama est donc réélu. On a encore en tête ces scènes de liesse à Chicago, l'image du président enlaçant son épouse, Michelle. Photo d'ailleurs la plus populaire de l'histoire de Facebook. C'est donc un nouveau mandat de 4 ans qui attend Barack Obama. Une nouvelle chance pour relever l'économie de son pays. Barack Obama qui va devoir se retrousser les manches. À New York, Géraldine Wessler. Même chez les plus fervents soutiens de Barack Obama, on ressent aujourd'hui une certaine pression. Certes, le président est réélu, mais le vote populaire reste très serré. Et pour le Washington Post, l'Amérique se réveille divisée. Obama a rallié les minorités quand Romney a fait le plein chez les travailleurs blancs. Il faut maintenant rassembler le pays et ce sera difficile pour espérer avancer. Faire des 4 ans qui viennent, 4 années utiles. Tout le monde craint la paralysie. Le Congrès est toujours divisé. Les lignes au Sénat, démocrates, et à la Chambre des représentants républicaine ont à peine bougé. Tout ça en dépit des 6 milliards de dollars dépensés dans cette campagne, une somme ahurissante. Il y a de quoi rendre amer le Wall Street Journal. Finalement, c'est comme s'il ne s'était rien passé. Un gâchis. Sur la côte ouest, le LA Times estime que le résultat serré prouve au moins une chose aux 2 candidats, c'est que leurs stratégies jusqu'à présent ont heurté un mur. Et le journal demande, les 2 camps pourront-ils apprendre le compromis? Ils devront le faire vite. Le président a 55 jours pour empêcher que le mur fiscal, ce cocktail explosif de hausse d'impôts et de coupes budgétaires décidées sous les précédentes administrations, n'entraîne à nouveau le pays dans la récession. À New York, Géraldine Wessner, Europe 1. Et on en vient aux prévisions de croissance pour la France alors que le gouvernement de Jean-Marc Ayrault s'engage à tenir ses objectifs de déficit. Bruxelles vient de publier ses prévisions pour 2013. Elles sont nettement moins optimistes. Elle adresse même à Paris un carton jaune. À Bruxelles, la correspondance d'Isabelle Horry. C'est un carton jaune qu'il faut prendre au sérieux parce que désormais, Bruxelles peut nous imposer une amende de plusieurs milliards d'euros si elle estime que notre déficit va sortir des clous. Ce sont les prévisions de croissance du gouvernement qui sont dans le collimateur. Il table sur 0,8% l'année prochaine. La Commission européenne pense que ce sera 2 fois moins et moins de croissance, ça veut dire automatiquement un déficit qui dérape. Ceci dit, c'est un carton qui n'est que jaune alors qu'il aurait pu être rouge. Sur la base de ces chiffres, Bruxelles aurait pu d'ores et déjà exiger des économies supplémentaires. Elle ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce qu'elle veut d'abord examiner les mesures pour la compétitivité annoncées hier par le gouvernement. Elle n'a pas eu le temps de les intégrer dans ses calculs, mais le commissaire européen à l'économie parle d'un changement
changements politiques importants. Il a aussi dit que Bruxelles ne se braquera pas forcément sur le respect strict des 3% si les réformes structurelles sont faites et si la trajectoire est bonne. Une petite phrase qui ne passera sans doute pas inaperçue à Paris. Bruxelles, Isabelle Horry, Europe 1. En France, le Sénat a rejeté ce soir le projet de loi de programmation des finances publiques pour les 5 prochaines années par 152 voix contre 189. L'UMP, les centristes et les communistes ont uni leurs voix pour voter contre ce texte. Un texte qui fixe notamment les objectifs du gouvernement pour la durée de la législature, en particulier un déficit limité à 3% du PIB en 2013. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté hier soir près de l'Assemblée nationale pour soutenir le gouvernement dans son projet de loi sur le mariage homosexuel. Manifestation à l'appel de l'inter-lesbienne, gay, bi, trans qui demande que le texte aille encore plus loin. À la sortie du Conseil des ministres, Dominique Bertinotti, la ministre déléguée de la famille, saluait déjà une étape importante vers l'égalité des droits. Beaucoup d'émotions ce mercredi à Digne-les-Bains où l'on rendait hommage aux 2 pompiers tués la semaine dernière sur une intervention. L'un d'eux était volontaire, il n'avait que 16 ans. La cérémonie s'est tenue dans la caserne de la ville en présence de Manuel Valls et de nombreux soldats du feu venus de toute la France. Reportage Jacques Terrance. Ils étaient une 50aine de jeunes sapeurs-pompiers, triés sur le volet. Les plus jeunes n'ont pas eu le droit d'assister à la cérémonie pour ne pas être choqués. Ceux qui étaient là, âgés de 15 ou 16 ans, ont vraiment été courageux. Pas un n'a osé laisser couler une larme. Mais on sentait bien qu'ils étaient tristes. Et d'ailleurs, c'était primordial pour eux d'être ici. Oui, pour moi c'était assez important. Je connaissais bien Yann. J'avais fait mon stage dans ce centre. Et je l'ai connu en tant que jeune sapeur-pompier aussi. J'ai suivi ma formation avec lui. Dès que j'ai appris son nom, ça a fait un gros choc. Quand je vois une caserne, je pense à eux, aux 2. Ça m'a fait un choc de savoir ce qui peut arriver. Je sais que être sapeur-pompier, c'est risqué. C'est un métier dangereux. Si jeune, c'est triste. C'est justement aux jeunes sapeurs-pompiers que Manuel Valls a voulu rendre hommage en expliquant à leurs aînés qu'ils sont désormais l'avenir. Comme Yann, ils sont le symbole d'une jeunesse qui croit à l'entraide, au don de soi. Il faut les conforter, il faut les encourager. La jeunesse, c'est une contribution essentielle pour le volontariat. Et je souhaite, au-delà du drame, que la promotion du volontariat des jeunes soit poursuivie et enrichie avec l'encadrement. Et au cours de la cérémonie, les 2 sapeurs-pompiers ont été promus. Le jeune Yann Simeoni au grade de caporal et Michael Baglioni à celui d'adjudant. Digne-les-Bains, Jacques Terrance, Europe 1. Un mot sur les prix littéraires avec tout d'abord le fameux Goncourt attribué à Jérôme Ferrari pour son roman Le Sermon sur la chute de Rome, paru chez Actes Sud. C'est le 6e roman de Jérôme Ferrari qui était le grand favori. Et puis le Renaudot a quant à lui été décerné à la rwandaise scolastique Mukasonga pour Notre-Dame du Nil chez Gallimard. C'est une journée maussade qui nous attend sur une grande partie nord du pays. Ciel voilé des Pays de la Loire jusqu'en Alsace. Un peu plus lumineux pour le Poitou-Charentes, l'Auvergne et le Rhône-Alpes. Quelques éclaircies dans le sud-ouest ainsi que sur le pourtour méditerranéen. Les températures restent stables. 10 degrés prévus au meilleur de la journée à Strasbourg. Il fera 12 à Paris et à Saint-Brieuc. 13 à Bordeaux, 14 à Lyon, 15 à Toulouse, 17 à Marseille et 19 à Ajaccio. Très belle nuit à vous sur Europe 1. Il est minuit 8 et tout de suite c'est Caroline Dublanche. C'est la deuxième partie de votre libre antenne sur Europe 1. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h et vous pouvez continuer à appeler le 3921 pour me parler de vous, mais aussi pour réagir aux différents témoignages. Vous pouvez également le faire par mail sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Alors, il y a des réactions pour vous, Christine, puisque vous nous parlez donc de votre état dépressif, état que vous subissez depuis très longtemps. Quelqu'un dit j'ai l'impression de m'entendre vraiment. C'est la première fois que j'entends parler quelqu'un et dire les choses comme je les ressens. J'ai 49 ans et c'est vraiment très troublant parce que je pensais être la seule à vivre cela, dit cette auditrice. Il y a Lucille qui dit juste un détail. Il me semble qu'un médecin qui prescrit un traitement d'antidépresseur ne peut pas pratiquer lui-même une thérapie analytique. Alors généralement, c'est vrai que on fait une distinction entre le médecin prescripteur du traitement et celui
lui qui fait la démarche de thérapie. En général, ce n'est pas la même personne parce que c'est pas la même démarche. Oui, je comprends. Oui. Mais si vous voulez, il y a quelque chose qui semble très... Bon, enfin, c'est pas qui semble, vous le dites vous-même, qui est très profond, très enraciné, qui revient... Il y a un mal-être qui vient de très loin, de votre enfance. Bon, de toute façon, souvent, l'origine vient... Oui, puis moi, j'ai connu l'origine, c'est que ma mère m'a laissée à ma grand-mère, et elle ne m'a récupérée que lorsque j'avais 1 an et demi. Oui, et quand elle vous a laissé à quel moment? À la naissance, enfin toute petite. Pour quelle raison? Parce que ma mère était une femme qui voulait réussir dans la vie. Oui. Et elle a eu l'opportunité de s'installer. Moi, je suis née en Ille-et-Vilaine. Elle a eu l'opportunité de s'installer dans le commerce à Concarneau, dans le Finistère. Et donc, ils sont venus et ils m'ont laissé à ma grand-mère et elle ne m'a récupérée que lorsque j'avais 1 an et demi. Et avant moi, elle avait abandonné mon frère, mon demi-frère. Il est décédé lui aussi. Vous ne le connaissez pas Je l'ai connu, j'avais 12 ans. D'accord. Elle m'avait toujours caché qu'elle avait eu un premier mari. Et son premier mari est décédé, donc on lui a donc confié son fils, qui a été pour moi une épreuve épouvantable, parce que je comprenais pas de me retrouver avec un frère qui avait 5 ans de plus que moi, qui était très envahissant et qui a capté toute l'attention de la maison familiale pendant quelques années. Et à 1 an et demi, elle vous a repris à votre grand-mère, avec qui vous n'avez pas c'est compliqué, vous n'avez pas de souvenirs à 1 an et demi, mais comment votre grand-mère, vous aviez continué à la voir après? Je l'ai revue vers l'âge de 10-12 ans. Ah, il n'y a pas eu entre-temps, il y a eu une cassure? Oui. Oui, donc vous ne savez pas, elle était chaleureuse, cette grand-mère, ou? Pas très. Pas très. Non. Elle n'était pas très aimante. Oui. Mon grand-père était gentil. Oui. Mais ma grand-mère pas. Je n'ai pas de photos de moi, je n'ai que 2 photos de moi petite, vers l'âge de 18 mois, 2 ans, et je pleure sur les photos. Voilà. Et ça, moi, je ne l'ai su qu'après, si vous voulez, en faisant des recoupements, quoi. Oui. Je l'ignorais totalement, quoi. Il y a certainement une fragilité qui s'est mise en place là à ce moment de séparation, au moment de votre naissance, parce qu'on sait que ces premiers moments de vie sont très importants. Entendu dire souvent. Oui. Ah oui, c'est très important pour le tout petit. Ouais. Ces premiers temps de vie où, si vous voulez, il fait pas encore de distinction entre le bébé ne fait pas de distinction entre lui et le corps de sa mère. Mais si vous voulez, c'est la mère qui le rassure, qui lui donne un sentiment comme ça d'unité. Donc, si vous voulez en être arraché, séparé. Alors, s'il y a quelqu'un qui va prendre le relais, qui est suffisamment aimant, chaleureux, ça va. Mais si en plus, à nouveau, il y a une séparation, comme ça a été le cas en plus à 1 an et demi, c'est-à-dire qu'à 1 an et demi, c'est une nouvelle séparation. Ouais. Oui, c'est-à-dire qu'il y a cette séparation au moment dans les temps qui suivent votre naissance, et à nouveau à 1 an et demi, une nouvelle séparation. Donc des séparations comme ça très précoces, non expliquées, créent des traumas comme ça qui s'enracinent vraiment profondément. Ah bah ça, j'en suis persuadée, parce que je le vis.
Et je le... Oui, voilà, vous le vivez. Et oui, parce que ça, si vous voulez, ça se ressent, ça s'enracine dans le corps, dans le psychisme. Enfin, toute notre image, même inconsciente du corps, elle se construit dans ces premiers temps, comme ça, dans ces premiers mois de vie. Donc, si vous voulez, ça laisse des traces, même si on n'en a plus le souvenir. Alors après, évidemment, comme vous dites, vous le vivez, vous le ressentez. Oui. Mais si vous voulez, ce qui me frappe en vous écoutant, c'est que vous ayez choisi des méthodes de thérapie telles que le MDR ou l'hypnose. Et vous dites finalement, elles vous ont pas apporté grand soulagement, alors que je trouve que vous élaborez très bien, vous vous exprimez bien. Enfin, on sent que le langage pourrait vous être d'un grand secours, même si, évidemment, quand on est déprimé, c'est compliqué. Parce que c'est fatigant et que les processus même cognitifs, c'est-à-dire la pensée, l'attention, la concentration, la mémoire, tout ça est ralenti du fait de la dépression. C'est très fatigant déjà. Oui. Mais si vous voulez, le langage est il y a des personnes pour qui le langage n'est pas un secours parce que c'est pas leur mode d'expression privilégié. Ils ne sont pas à l'aise. Je pense que je m'exprime bien. Très bien. Oui. Ouais. On peut penser certaines choses, mais je crois que oui. Oui. Pour moi, je suis claire. Vous êtes clair, justement, et vous associez très bien, vous faites très bien les liens avec ce qui est à l'origine de votre état, de votre souffrance. Donc, je trouve qu'une thérapie analytique pourrait vraiment être d'autant plus favorable, mais ça veut dire que dans ces cas-là, il faut qu'il y ait un suivi plus régulier, un véritable travail analytique qui est complémentaire avec un traitement médicamenteux. Parce que, si vous voulez, pour donner pour donner du sens et pour vous réapproprier votre histoire, parce que votre passé, vous le connaissez, et il ne s'agit pas en thérapie, on n'est pas là pour répéter son histoire, comme on le croit bien souvent, mais pour se l'approprier, pour se la réapproprier, pour reconstruire une histoire, comme on peut le faire finalement, parfois à travers l'écriture, où l'écriture permet, pour que ça soit entendu, accessible, de romancer son histoire. Oui. Et vous voyez, je réagis à ça parce que vous me dites que vous écrivez et que ça vous apporte un bien-être. Donc, vous pourriez travailler aussi sur ce matériau-là. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines choses que je vais coucher sur le papier et que je n'exprimerai pas. Je vous ai parlé de la petite anecdote de ma fille qui m'appelle mémère. C'est une chose que j'ai couchée sur le papier, que j'ai déchirée. Bon, ça, je lui en ai pas parlé, mais le temps que je l'ai mis sur le papier, ça m'a fait du bien. Bon, c'est important. Mais pour autant, je ne pense pas que ça soit une bonne chose pour vous de rompre avec vos enfants. Parce que cette séparation, même si elle est provisoire, il y a dans votre histoire, ça a un écho trop. Ça peut entrer en résonance avec d'autres séparations. C'est pas anodin. Que vous pensiez que je fasse un rejet comme ma mère l'a fait? Ça n'a rien à voir dans la mesure où elles ont maintenant 40 ans. Elles sont élevées, ce ne sont plus des bébés comme vous l'avez été. Vous voyez, un bébé qui est complètement démuni et qui a besoin de sa mère. Elles sont élevées, vos filles, elles sont adultes et largement autonomes. Voilà, mais et si elles n'ont pas envie de me voir pendant un an, elles ne me voient pas. Voilà, mais c'est pas la même chose de provoquer quelque chose et de provoquer une séparation. Oui, de provoquer une rupture. Vous avez parlé en plus de rupture.
Oui, c'est pour ça que je voulais vous en parler, Caroline, parce que, si vous voulez, j'ai un peu le sentiment avec mes enfants qu'elles me prennent lorsqu'elles en ont besoin. Maman, viens, un tel est malade, viens m'aider. Bon, j'y vais. L'enfant va mieux, tu peux repartir. À ce moment-là, il y a l'autre qui dit « Oh, bien alors, t'as été chez ma sœur, je vois pas pourquoi tu viens chez moi, parce que moi aussi, j'ai des problèmes avec ma fille. Je vais aussi. » Et après, on me demande « Quand est-ce que tu repars ?» Et là, je viens de vivre 3 semaines très difficiles où j'ai eu l'impression d'être le Kleenex, on prend et on jette. Et ça, j'arrive à ne plus supporter. Et oui, vous supportez tellement plus, il y a tellement cette angoisse finalement derrière, une angoisse d'abandon. Il faut quand même ça... Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. D'être celle qui peut être jetée comme ça, celle dont on ne veut plus, dont on ne veut pas. Que vous prendriez les devants. Mais il ne s'agit pas de cela, en l'occurrence, Christine. C'est-à-dire que là, vos enfants, oui, comptent sur vous, comme ils comptent, comme des enfants, même adultes, comptent sur des parents. Ils ne mesurent pas, je pense, l'intensité de votre souffrance, parce que, comme vous dites, cette souffrance, elle a toujours été à l'œuvre. Ils vous ont toujours plus ou moins connu comme cela, mais vous savez très bien donner le change. Oui. Comme souvent des gens profondément dépressifs, mais qui savent donner le change. C'est mon cas. Qui savent arborer un masque. C'est-à-dire, voilà, avec malgré tout un intérieur très bien tenu, vous-même vous vous tenez parfaitement bien. Donc vous pouvez donner le change et ça peut duper même vos très proches, donc y compris vos enfants. Donc, quand votre fille vous dit qu'est-ce que tu vieillis mal, c'est-à-dire qu'elle se rend pas compte que derrière il y a effectivement une profonde souffrance. Sinon, je pense qu'elle n'aurait pas prononcé ces paroles parce qu'elle n'a pas l'intention de vous blesser. C'est qu'elle ne mesure pas à quel point vous souffrez. Donc, je pense qu'il faut pas aller au-devant de quelque chose. Mais derrière ça, il y a chez vous cette angoisse, cette peur de l'abandon, parce que petit bébé, il y a votre mère qui vous a laissé. Et ça vous a marqué profondément, parce que comme je vous le disais, on sait que dans les premiers jours de vie, des carences affectives ont des effets durables sur le développement tant somatique que psychique. Et que si vous voulez... somatique, je l'ai eu toujours. Ben oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que toute gamine, j'avais toujours mal au ventre pour pas aller à l'école, parce qu'on trouvait une bonne âme charitable pour s'occuper de moi. Et j'avais certainement pas plus mal au ventre que quelqu'un d'autre. Mais pendant ce temps-là, au moins j'avais quelqu'un qui était à mon chevet. Voilà. Qui pouvait s'occuper de vous, c'était une façon d'attirer l'attention. On sait bien que chez l'enfant, les maux de ventre, tout à fait. C'est une façon d'exprimer un mal-être, une souffrance qu'il n'arrive pas à dire avec des mots. Oui, puis ma mère a été très 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 dure. J'ai passé mon certificat d'études. La veille, j'étais pas en forme. Mon père dit laisse-la, l'oblige pas à y aller. Elle dit si, elle l'ira et elle l'aura. Donc, j'ai passé mon certificat d'études, je l'ai eu, et là, ma mère a dit, écoute, maintenant, t'es trop con pour faire des études, tu viens bosser avec nous. Voilà. Donc, j'ai pas eu le choix. On m'a classé dans la catégorie des cons. Et après, moi, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de choses par moi-même. Oui. Parce que j'ai été conseillère acheteuse au sein du groupe Bouchara. Oui. Donc, oui, en effet. J'ai fait des choses très importantes. Oui, vous avez eu des responsabilités. Oui. Oui, et il y a malgré tout cette image comme ça au fond de vous, cette étiquette extrêmement négative
quand vous collez, et en même temps certainement aussi ce qui a pu se passer dans les premiers temps de votre vie, quand je parlais de tout ce qui contribue dans le fait qu'on réponde, qu'on puisse répondre vraiment aux besoins du bébé, quand le bébé fait pas encore la distinction entre son corps et le corps de l'autre, entre son corps et le corps de sa mère. C'est ce qui aussi permet de petit à petit de se constituer une image inconsciente de son corps, et cette image inconsciente de son corps, c'est là-dessus que va s'édifier le narcissisme, qui est tellement important, puisque le narcissisme, c'est l'amour de soi, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire pas dans l'excès, c'est pouvoir arriver à s'aimer, à se donner de la valeur. Or, s'il y a quelque chose si ça fait défaut, s'il y a des carences dans la relation entre le bébé et sa mère, ou celle qui en tient lieu, ce narcissisme-là, il est mis à mal. Et ça, j'ai eu énormément de mal à m'accepter et à m'imposer. Mais vous pourriez le travailler, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop tard pour travailler ça, parce que je trouve dommage que, voyez, par exemple, vous ne soyez pas suivi plus régulièrement. Alors évidemment, si vous devez faire 60 km pour voir votre thérapeute, ça va pas. Vous n'irez pas le voir une fois par semaine ou 1 ou 2 fois par semaine. Il faudrait que vous trouviez quelqu'un plus proche de vous. Parce qu'on fait pas une thérapie avec quelqu'un qui est à 60 km. Vous pouvez voir effectivement votre psychiatre pour un traitement, pour un renouvellement de traitement, oui. Mais pas pour des séances pour parler. Ou entre parenthèses, vous pourriez aussi vous servir de ces supports écrits s'il y a des choses que vous avez du mal à dire, pour dire voilà, j'ai écrit ça, vous voyez, vous pouvez le communiquer au thérapeute, ce que vous avez du mal à dire. Et puis aussi, ça vient en parlant. Si je suis en confiance avec la personne, je suis capable de m'exprimer. Oui, je pense. J'en suis convaincue même. Où trouver le bon thérapeute? Vous pouvez oui, mais il faut vous faire confiance. Je suis sûre que vous êtes tout à fait à même de trouver la personne avec qui vous allez pouvoir avoir une relation de confiance. Parce que la relation en elle-même déjà est thérapeutique, vous avez raison. Oui. La personne qui va vous donner envie de parler sans vous censurer, vous voyez, comme lorsque vous écrivez finalement. Si ce n'est que là, il va y avoir un dispositif d'écoute et que cette personne va vous renvoyer des interprétations par rapport à ce que vous dites. Parce que j'avais commencé à faire une analyse il y a longtemps. Je la faisais sur Paris, mais à cette époque-là, j'avais un blocage. Je ne pouvais pas exprimer. Lorsqu'on arrivait à mon mari, je me bloquais. Et parce que j'étais trop jeune, je ne voulais pas dire. Oui. Et si vous voulez, tout ce que mon mari m'a fait vivre, mes parents ne l'ont su que 10 ans après sa mort. Parce que mes parents ne comprenaient pas que j'étais dépressive. J'avais tout pour être heureuse, bien sûr, ça c'est inévitable. Et donc mes parents ne comprenaient pas, et un jour je me suis dit, mais il faut que je leur écrive le pourquoi, que je leur explique ce qui se passe. Et donc je leur ai écrit. Et vous voyez, 8 ans après la mort de mon mari, j'ai demandé rendez-vous à une sexologue pour savoir où j'en étais. Alors que je n'avais pas de relation avec qui que ce soit, mais pour savoir où était le vrai du faux. Il avait 2 personnalités totalement différentes. En plus, il avait tendance à boire énormément le soir. Dans la journée, c'était un homme charmant, mais alors le soir, il était pervers, il était... Et ça, c'est... Voilà, c'est des choses dont vous ne pouvez pas parler à 20 ans. Bien sûr, bien sûr. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, je peux en parler parce que j'ai du recul et qu'il n'est plus là depuis 18 mois. Et il est important, justement, je pense que le fait qu'il ne soit plus là aussi peut être libérateur pour vous. Et pour le fait de pouvoir parler, enfin. Parce que vous vous êtes trop longtemps tu.
Oui, étant jeune mariée, je suis allée voir un psychiatre pour lui poser la question, demander si c'était mon mari qui avait besoin d'être soigné ou moi. Parce que je ne comprenais pas, je ne savais pas ce que mon mari me demandait, je ne connaissais pas. On s'est mariés, j'avais 18 ans, donc Et le psychiatre m'a dit, mais madame, c'est lui qui doit être soigné. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous demandait? Au niveau perversité. Hein, ah oui, d'accord, il y avait vous trouviez qu'il y avait de la perversité. Oui, énorme. Manipulation. C'est pour ça que vous êtes allé voir aussi cette sexologue. Voilà, pour savoir ce qui était faisable dans un couple ou pas. Et ce psychiatre m'a dit, mais c'est votre mari qui doit d'abord être soigné et qu'on règle le problème avec lui. Donc, du haut de mes 20 ans, je suis revenue en lui disant ça. Oui. Mais il n'a pas du tout accepté, mon mari. Il s'est révolté contre ça. Oui. Parce que pour lui, bien sûr, il était dans le droit chemin. Oui. Puis il avait le soutien de votre mère. Tout à fait. Aussi, hein, c'est elle qui l'avait choisi pour vous comme mari. Oui, ils prenaient leur petit café tous les matins ensemble. Moi, je partais travailler, lui, il arrivait une demi-heure après parce qu'il avait bu le café avec sa belle-mère. Donc... Vous étiez hors jeu, une fois de plus, vous étiez celle que vous ne comptiez pas. Oui. Hein, ça réactualisait ce que vous aviez vécu toute petite. C'est comme si vous ne comptiez pas. Et la colère de ma mère vis-à-vis de moi s'est développée à mes 40 ans, quand j'ai eu... un peu avant mes 40 ans, 35 ans, quand j'ai eu mes grandes innovations au niveau du commerce. Et là, elle m'en a voulu et elle est partie d'ailleurs. Elle a monté un commerce ailleurs. C'est pour ça que vous dites que depuis vos 40 ans, vous n'attendez plus qu'une chose, c'est mourir? Oui. Ouais. Comme si à ce moment-là, au fond, vous vouliez réaliser vous pensiez en tout cas que votre mère avait un désir de mort sur vous, ou voulez-vous voir... Elle était jalouse de moi. C'est ça, il y avait certainement beaucoup de jalousie. Voilà, parce que vers l'âge de 48 ans, je suis devenue une jolie femme qui lui faisait un peu d'ombre puisque elle vieillissait. Oui. Et en plus, ma mère et une de mes filles ont quand même tout fait pour me faire interner. Voilà. Donc, mais vous voyez, plus vous parlez, plus les mots vous viennent et facilement. Vous ne trouvez pas? Tout s'enchaîne. Ah, puis là, je suis dans le noir, je suis tranquille. Mais vous savez, en thérapie analytique, vous pouvez être allongé, ne pas voir le thérapeute. Vous pouvez lui tourner le dos, donc parler. Il est rare que les cabinets de thérapeutes soient comme ça, en plein jour. Vous n'avez pas une lampe en plein milieu de la figure. Hein. C'est souvent assez feutré, les cabinets de psychanalystes. Et, voyez, on sait que justement, on évite le regard, on se sent... On parle d'autant plus facilement, parfois quand on n'a pas le regard d'un autre qui peut être vécu comme inquisiteur, et c'est souvent assez feutré. Oui, qui n'est pas un jugement. Voilà. Un jugement direct. Voilà. Alors il y a des personnes qui ont besoin, au contraire, de s'accrocher à un regard, d'être rassurées, et puis d'autres, au contraire, qui sont mieux en étant... Je ne cherche pas à fuir obligatoirement le regard, mais disons que c'est vrai que là, je suis dans une position confortable pour m'exprimer et réfléchir. Mais si vous voulez, tous les soirs, je me couche avec cette idée de rupture avec mes enfants. Et le matin, je me réveille avec la même idée, quoi. Et là, les fêtes de Noël arrivent et c'est l'angoisse la plus terrible. Oui, quoi. Ça vous angoisse parce qu'il y a Noël qui arrive. Mais je vous le redis, je pense que il y a cette approche, il y a cette défaite qui vous angoisse. Mais je pense pour autant que ce n'est pas une bonne chose de cette idée de rupture avec vos enfants. Parce que dans votre histoire, il y a la séparation tient une trop bonne place, voyez. Donc je pense pas que ça soit une bonne idée. Mais en revanche, il est important de parler. À contrario, si vous voulez, quand je suis avec mes enfants, je me tais et donc on me dit tu fais la gueule, tu souris pas. Oui, mais parce que je n'ose pas m'exprimer,
Mais c'est le problème, il faut que vous arriviez Oui, mais j'ai des gens qui sont très pertinents et très... Alors, qui me mais vous remettent l'êtes en aussi, place, vous l'êtes aussi pertinente, mais pour le moment, vous vous sentez bloqué, mais il est important que vous arriviez à sortir du silence parce que plus vous vous enfermez comme ça, en restant chez vous, en étant comme ça, en vous isolant, plus vous accentuez aussi cet état de dépression. Donc le fait comme ça d'aller parler, de donner du sens à ce que vous vivez, va vous permettre de lever un peu cette chape de plomb. Il est grand temps de mettre des mots comme ça sur vos émotions parce qu'il y a aussi certainement beaucoup de colère contenue que pour le moment vous retournez contre vous. Oui. Demandez à votre psychiatre. Il peut certainement vous donner des coordonnées parce qu'il comprendra très bien que il est à 60 km de chez vous. Il peut vous suivre pour tout ce qui est le côté traitement. Vous voyez ? Oui, mais il a une clinique, donc quand voilà. Donc d'autant plus, c'est important. Donc il doit certainement avoir un réseau et vous donner les coordonnées d'un thérapeute, d'un psychanalyste qui pourra vous écouter. Demandez-lui. Moi, je vais essayer. Oui. Merci en tout cas d'avoir appelé. Merci à vous. Il y a Cathy qui dit « Ma première dépression était larvée, inaperçue pour les proches, mais très bien soignée avec un psy par la parole. » Et il y a Eric qui dit « Votre dépression vient de votre silence. » Alors il demande si vous aviez déjà affronté une fois votre mère. Vous nous en avez parlé. Et puis... J'ai jamais affronté ma mère. Ben oui. Oui, mais vous pouvez justement en thérapie, l'aborder. C'est une façon de lever aussi le voile sur tout ce qui vous fait souffrir. Vraiment, il faut en parler parce que vous avez la capacité à le faire. Donc ça serait dommage de ne pas l'utiliser. Ne restez pas comme ça enfermé comme vous l'êtes. Ah oui, parce que là c'est l'isolement complet. Trop, beaucoup trop. Donc ça accentue votre état. Bon courage Christine. Merci Caroline. Au revoir. Bonne continuation à vos émissions. Merci beaucoup. Au revoir. J'essaierai peut-être d'intervenir dimanche pour... Oui, dimanche, vous, en tout cas, voilà, si vous souhaitez en parler, vous pourrez. Merci. Au revoir. Au revoir. Un mail d'Anne pour Christine qui dit « J'ai moi-même été dépressive toute ma vie jusqu'au jour où un psychiatre m'a diagnostiqué bipolaire et m'a mis sous traitement de régulation de l'humeur après une de mes nombreuses hospitalisations. Je me sens profondément proche de Christine et je lui souhaite de ne pas couper les ponts avec les enfants. Je l'admire pour sa lucidité et pour le fait qu'elle entretienne son appartement et qu'elle se tienne bien et qu'elle soit créative, qu'elle sache qu'on peut avoir touché le fond pendant des années, vouloir mourir chaque matin, mais que ça n'empêche pas de vivre de meilleurs moments. Nous avons le même âge, elle et moi, nous dit Anne. Et puis Yannick, qui est dans les Ardennes, dit surtout ne baissez pas les bras, Christine, la solution est en vous. Bonsoir Eric. Bonsoir. 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 Alors, vous avez vécu une relation amoureuse il y a 17 ans et cette relation, cette femme est toujours présente dans votre tête. Oui, tout à fait. Eh bien, oui, il y a 17 ans que c'est terminé. Donc, elle est partie de son côté, enfin, du moins, elle est partie comme jeune fille au père parce qu'à l'époque, elle avait 23 ans. Oui. Quand on s'est séparés, elle était toute jeune aussi. Moi, j'en avais 27. Et donc, bon, la séparation s'est faite parce que, bon, je ne sais pas pourquoi finalement. On n'a pas eu vraiment d'explication, mais disons que ça s'est fait besoin justement pour elle de respirer, de voir autre chose. Et moi, bon, de toute façon, obligé d'accepter ce qu'elle voulait, quoi. Donc, elle est partie pendant un an aux États-Unis. Oui. Et j'ai appris après, parce que bon, on est resté 7 ans ensemble quand même.
Je l'ai connue, elle avait 17 ans. Oui. Un peu moins, quoi. On est resté 6 ans, pas tout à fait 7 ans, 6 ans à Sama. Vous pouvez parler un petit peu plus fort, s'il vous plaît? Je vous entends pas très très bien. Ah, pardon. Donc, je vous dis, on est resté à peu près 6 ans à Sama. Oui. Et donc, après, elle est partie aux États-Unis. On s'est séparés. Elle est partie aux États-Unis comme jeune fille au père. J'ai appris par ma belle-sœur, sa belle-sœur, qu'elle voulait me revoir, qu'elle est rentrée. Sa belle-sœur a dit non, c'est bon, laisse tomber, continue, lui laisse-le tranquille, et il fait sa vie de son côté. Alors que moi, à l'époque, j'étais toujours pareil, quoi. Je veux dire, j'étais toujours en train d'elle, mais sans vouloir le montrer, quoi qu'il arrive. Et puis petit à petit, bon, les choses sont passées. J'ai évité d'être au même endroit, c'est-à-dire j'ai déménagé, j'habitais dans ce village, j'ai déménagé et tout pour pas la rencontrer, quoi, parce que je savais qu'elle était revenue. Mais pourquoi vous déménagiez pour éviter de la rencontrer? Parce que j'avais une amertume, si vous voulez, quoi, quand même, de ce qui s'était passé, comment elle était partie et tout. On s'est quitté sans réellement savoir. Vous lui en vouliez? Ben, oui, bien sûr que j'ai voulu, parce que pour moi, qu'elle est partie, si vous voulez, ça m'a arraché le cœur, quoi. Je sais pas comment, c'est viscéral, quoi. Donc, dès qu'elle est partie, des choses, enfin, j'ai laissé espacer. Entre-temps, moi, je suis sorti avec d'autres filles. Elle, je sais qu'elle a rencontré d'autres garçons. Après, j'ai su qu'elle a fait... sa sœur était sur Palma de Mallorca. Donc, elle est partie là-bas, là, au jour qu'elle est rentrée en France. Elle est restée un peu au village où j'étais, puis après, elle est partie là-bas. Là-bas, après, j'ai appris qu'elle a rencontré quelqu'un, elle s'est mariée, elle a eu un gosse. Bon. Donc, toute sa vie est OK, elle se fait. Donc, moi, je fais ma vie de mon côté. Mais il y a quelque chose qui... Je ne comprends pas pourquoi. Hein, je ne sais pas. Pourtant, moi aussi, je sors, je rencontre des filles. J'ai vécu 3 ans avec une femme, entre-temps, avec 2 enfants qu'elle avait... Mais bon, on s'est séparés aussi, mais elle, ça m'a fait ni chaud ni froid, si ce n'est que je voyais plus les gosses. Alors par contre, j'avais une grosse amitié avec les enfants, on s'amusait et tout, donc c'est sûr que ça me fait oublier le reste. Mais maintenant, tout est... Mais vous n'y pensez quand même pas régulièrement, tout le temps, quand vous vivez des histoires d'amour, vous pensez pas à cette femme? Tout le temps, tout le temps. Je rêve d'elle, je rêve où elle arrive, elle me dit Eric, je t'aime, c'est toi que j'aime, j'ai fait ça, mais c'est toi que j'aime. Alors ça, c'est psychologique, je sais pas, je pense aussi que ça doit être psychologique, parce que je me dis bien que elle a sa vie et tout, que je n'ai rien à y voir là-dedans, parce que maintenant elle est faite et tout, mais je n'arrive pas à la lever de ma tête. Oui, les rêves d'elle, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire elle revient, elle vous dit, dans vos rêves, elle vous dit que c'est vous qu'elle aime. Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle me dit on a eu... en fait, dans toute l'histoire, qu'elle est partie et tout, moi j'étais en dépression totale, pour te dire. J'ai voulu me suicider, ça a raté, donc hop, de suite que ça a raté, j'ai compris qu'il fallait pas le faire parce que heureusement après coup, je me suis rendu compte que ça servait à rien, ce que je faisais, que je aboutissais à rien. Donc après j'ai été voir après on se raccroche sur les voyants, sur les marabouts, sur un peu tout ce qui peut vous raccrocher parce que on sait plus où on est, quoi. Comment vous dire ça, c'est tellement fort qu'on ne sait pas quoi faire. Donc on continue sa vie de tous les jours, ok, mais ça marche pas, quoi. Ça peut pas aller. Donc, mais ce qui est étrange et paradoxal, c'est que vous étiez tellement, malheureux, tellement perdu quand elle est partie, jeune fille au père, au point d'avoir voulu mettre fin à vos jours. Et quand elle est revenue et qu'elle demande à vous revoir, là,
la colère était la plus forte. Et finalement, vous déménagez pour éviter de la rencontrer, alors qu'elle souhaitait vous revoir, et vous ne donnez pas suite. Alors, c'est-à-dire ce qui s'est passé, parce que je n'ai pas voulu, à l'époque, jeune et abruti. Oui, non, mais ça a un sens. Non, mais si vous voulez, c'est que c'est sa belle-sœur qui lui a dit non. Oui. Il ne faut pas que tu le revoies. Oui, mais vous auriez pu passer outre la belle-sœur, hein. C'est pas parce que sa belle-sœur lui disait ça. C'est la belle-sœur qui m'en a fait part. Je ne le savais pas, sinon. Oui, d'accord, mais vous, même sans la rentrée. belle-sœur, bon, d'accord, vous saviez pas, mais après, vous auriez pu, sachant, quand vous avez su qu'elle était rentrée, même ne sachant pas qu'elle voulait vous revoir, hein, vous auriez pu, vous, faire en sorte de la revoir. Pour avoir une explication, pour tout simplement la revoir. Or là, non. Tout à fait. Mais parce que c'était de l'herbe coupée sous les pieds. Mais moi, vous pensez pas que justement, vous voudriez aujourd'hui la revoir parce que dans cette relation, à un moment, vous avez complètement perdu pied. Vous avez rien pu gérer, c'est-à-dire que elle vous a laissé comme ça et vous lui en avez terriblement voulu, et ça se trouve vous voudriez la revoir pour dire d'ailleurs vous le dites finalement dans vos rêves, elle revient et elle vous dit c'est toi que j'aime, genre comme si elle avait fait une grosse erreur finalement en vous quittant et que elle vous a toujours aimé, c'est vous qu'elle aime, et voyez, elle revient vers vous, c'est comme si cette fois-ci, vous repreniez le contrôle de la situation. Ça se trouve, c'est juste ça qui vous ferait du bien. De dire que les choses ne vous ont pas échappé comme ça. Non, je ne pense pas, parce que de toute façon, ma vie depuis qu'elle est partie, elle est assez aléatoire. Je suis pas fixe sur n'importe quoi. Même sur le travail et tout, je suis à droite, je suis à gauche, j'arrête, je reprends. Depuis, je suis dans le sac, quoi. Voilà. Pour être, je peux pas être plus clair, quoi. Depuis, je vis, je survis, même. Je veux dire, je survis, mais je pourrais faire. J'ai eu des boulots, on m'a proposé des trucs, j'ai pas fait. On m'a proposé pas mal de trucs que non, je n'ai aucune envie, je n'ai même pas d'ambition. Oui, mais vous dites vous êtes allé voir des voyants, des marabouts, alors peut-être pour voir si vous alliez vous retrouver, mais à un moment vous n'avez pas eu envie de consulter quand même pour voir pourquoi vous faisiez une telle fixation sur cette femme? Je vais vous dire, le truc qui m'a fait réfléchir dans l'histoire des marabouts, c'est qu'il a avéré quelque chose que personne ne savait. Et il m'a dit, monsieur, vous avez 2 enfants et ils vous attendent. Oui. Et alors, ces 2 enfants, je savais pas. Mais alors, qu'est-ce qu'il vous a dit sur elle? Parce que ça se trouve, voilà, du coup, vous attendez. Non, mais ce que mes 2 enfants, ils m'attendent, c'est qu'elle a avorté 2 fois avec moi. Pourquoi? Vous n'avez pas d'enfants par ailleurs? Non. Non. Oui, enfin, je suis désolée, 2 enfants qui vous attendent, c'est pas... vous parlez d'avortement, là, hein, c'est pas des enfants, voyez? Vous l'avez interprété comme vous avez eu envie de l'interpréter. Mais écoutez, elle a eu 2 avortements avec moi. Le gars, il me sort qu'il y a 2 gosses qui m'attendent. Oui, mais c'est irrationnel. Tout à fait. C'est pour ça. Ce ne sont pas des enfants. Non, peut-être, ok, c'est tout à fait irrationnel. C'est que vous voulez l'interpréter comme ça. Ah, mais comment lui pouvait-il le savoir? Non, mais parce que vous donnez ce sens-là à ce qu'il vous dit. Ah. Mais on pourrait donner d'autres sens. Et lequel, par exemple? Vous pouvez avoir des enfants qui vous attendent. On pourrait dire, vous allez, il y a 2 enfants, vous devez faire, il y a 2 enfants, vous allez être père de 2 enfants un jour. Ah non, lui, il m'a bien expliqué que j'avais déjà 2 enfants. Ils vous attendent où? Dans les limbes alors, hein? Voilà, c'est ça, c'est dans l'astrait, quoi. Donc, mais à l'époque, parce que j'étais tellement, à l'époque, j'étais tellement remonté, tellement stressé, j'étais perdu, quoi.
Je travaillais à l'époque, j'étais magasinier, quoi, chef de quai. Et le type, bon, j'avais pas de thune et tout, et pour la ramener, il me dit, bon, mais écoute, voilà, tu fais ça, tu fais ci, si t'as de l'argent, j'ai dit, non, mais j'ai pris ma voiture, j'avais la Golf à l'époque. Et pourquoi vous n'avez pas, à ce moment-là, vous ne souhaitiez pas avoir d'enfants ensemble? Ah non, pas du tout, non, elle était trop jeune, elle n'avait pas fait ses études, donc voilà, la situation a fait que ça s'est passé comme ça, quoi. D'accord. C'est pas que... Et vous vous en voulez de ça? Un peu, oui. Beaucoup, mais non. Et vous n'avez pas eu d'enfant, vous, depuis? Non. Oui. Mais il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Il y a une culpabilité aussi qui vous empêche d'avancer. Et en plus, ces paroles du marabout fait que comme si, voilà, vous étiez, vous étiez dans une paternité comme ça, de complètement fantasmée, puisque forcément, il vous parle, il y a des enfants qui vous attendent. Dans les faits, c'est des interruptions de grossesse qui se sont passées. Et vous restez figé. Vous restez dans un temps mort, dans un temps figé, là. Je suis désolée de vous le dire comme ça, mais il y a quelque chose de mort et de figé. Il y a quelque chose vraiment à travailler. Hein. C'est ce que dit Ninon, il y a un sentiment d'inachevé. Il serait important de mettre un terme à cette histoire. Alors, il y en a qui disent essayer de la revoir pour mettre un terme. Alors, oui, la revoir pour sortir du fantasme, parce que vous êtes dans un fantasme. Vous n'êtes plus dans la réalité. Non, mais je conçois que tout ça se soit passé, ok. Après, je conçois qu'elle ait sa vie. C'est pour ça que même si elle est à côté, elle habite à côté de chez moi, je ne vais pas essayer de la voir ni de la... Mais oui. Et oui, mais pour autant, vous continuez en parallèle dans votre imaginaire. Et ça ne vous permet pas d'avancer. Mais justement, c'est que je sors esprit, je rencontre des gens et tout. Oui, mais elle est toujours présente. Elle est toujours là. Voilà. Mais je pense qu'il faudrait vraiment... Moi, je vous conseillerais quand même d'en parler. Parce que, vous voyez, si ça crée quand même une instabilité... Si vous avez le sentiment, comme vous me le dites, que ça a des conséquences sur votre vie, aussi bien affective que professionnelle, ça prend des proportions trop importantes. Ça vous empêche d'avancer, de vous stabiliser, de vous poser. C'est comme si vous restiez dans une attente. Mais tout à fait, c'est ça. C'est exactement ça. Vous restiez comme si vous deviez vous retrouver. Et en même temps, vous voyez, vous ne faites rien pour la retrouver, hein, ce qui est paradoxal. Donc, du coup, vous êtes comme ça dans quelque chose de figé et vous n'avancez pas, vous, dans votre vie et ça vous rend pas heureux. Je veux pas aller la baisser. Oui, mais vous êtes malheureux. Oui, mais je pense que vous avez peur aussi de vous confronter à une réalité. Ça serait laquelle qu'elle me dise non, Eric, j'ai plus besoin, j'ai pas envie de toi. Je ne sais pas. Mais peut-être, ça peut être une éventualité, oui. Elle me l'a déjà dit, donc je vois pas pourquoi. Elle vous l'a dit quand? Quand? Ah non, mais elle me l'a jamais dit. Eh oui, mais vous voyez, elle vous l'a déjà dit une fois et vous n'avez pas surmonté ça. Donc rester comme ça dans un temps un peu irréel, c'est une façon de ne pas faire le deuil de cette histoire. Et vous ne pouvez pas, du coup, investir réellement d'autres relations, d'autres situations. C'est compliqué, hein, parce que vous êtes dans l'attente. Mais cette attente, elle est stérile et elle vous fait souffrir. Donc la solution, ça serait que... Je pense qu'il faudrait en parler, comme vous le faites avec moi, mais en parler pour parler, parce que de ce qui vous fait, de ce qui est douloureux pour vous, et ce qui est envahissant, voyez, ce qui prend trop de place finalement. Vous bataillez avec des fantômes du passé, et d'autant plus des fantômes que y a quelque chose qui n'a pas pu aboutir, outre la relation avec cette femme. Pourquoi ? C'est pas anodin de vouloir mettre fin à ces jours quand même quand l'autre nous quitte. C'est qu'il y avait déjà certainement en vous des souffrances plus anciennes sur lesquelles que vous découvririez en thérapie. Et puis il y a ces interruptions de grossesse aussi.
qui renvoie peut-être à quelque chose aussi de votre histoire personnelle et dont il faudrait pouvoir parler. Bon courage Eric, au revoir. Belle nuit à vous, faites de jolis rêves, il est maintenant 1h sur Europe 1.